Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui va nous présenter une mesure essentielle à l'analyse modale de systèmes mécaniques, la mesure de la fonction de réponse en fréquence. Pour comprendre comment et pourquoi réaliser cette mesure, on va se placer tout de suite dans un cas pratique. En tant que membre d'une équipe de recherche et développement d'une écurie automobile, et à la suite de l'étude aérodynamique du futur profil du véhicule, vous concevez et prototypez un nouvel aileron. Cependant, lorsque cet aileron est couplé au reste du véhicule, en fait, quand il est monté sur la carrosserie du véhicule, il est soumis à diverses vibrations pouvant provenir de différentes sources et transmises par la carrosserie. Le problème, c'est que les déformations engendrées par ces vibrations pourraient, dans l'absolu, si elles sont trop importantes, avoir un impact sur les performances de cet aileron. Pour quantifier ces déformations et savoir si la conception doit être modifiée, il va être important de caractériser ce système mécanique pour les différentes fréquences qui se propagent dans la carrosserie. Dans cet exemple, on prendra 50 à 500 Hz. Caractériser, là, dans ce cas-là, ça voudra dire mesurer l'ampleur de ces déformations. Et on va en fait mesurer ce qu'on appelle la fonction de réponse en fréquence du système, ou en abrégé, sa FRF. Qu'est-ce donc qu'une réponse en fréquence ? C'est une façon de caractériser à chaque fréquence les amplifications, atténuations, changements de phase, bref, toutes les transformations induites par un système mécanique lorsqu'il est soumis à une excitation. Pour réaliser cette caractérisation, on va d'abord choisir une excitation de référence, un signal d'excitation. Il faudra pour chaque fréquence connaître précisément l'amplitude et la phase de ce signal. Ensuite, on va injecter ce signal dans le système à étudier, autrement dit, on va venir exciter le système. Une fois que c'est fait, il va en résulter une certaine réponse qui va différer en fonction des fréquences. C'est en mesurant à nouveau amplitude, phase pour chacune des fréquences et en comparant cette mesure au signal de référence qu'on est à même de donner la réponse du système à chaque fréquence, soit sa FRF. D'un point de vue mathématique, la manière d'exprimer pour chaque fréquence f cette réponse en fréquence h de f, c'est de réaliser le rapport entre le signal mesuré y de f et le signal de référence x de f. Cela n'est donc nul autre qu'une fonction de transfert pour chaque fréquence. On notera que cette réponse en fréquence peut être exprimée de façon linéaire comme en décibels. D'ailleurs, lorsqu'il est question de représenter graphiquement les deux caractéristiques importantes de cette FRF, son amplitude et sa phase, on représente généralement son amplitude en décibels et sa phase de façon linéaire. Pour ce qui est de la phase, on retrouve deux types de graphiques. Celui de la phase dite enroulée, où la phase est toujours comprise entre pi et moins pi, faisant apparaître, comme on le voit ici, des discontinuités, et celui de la phase déroulée, où l'on s'affranchit de ces discontinuités. Pour revenir à notre cas pratique, caractériser un aileron, faisons un point sur le matériel nécessaire à la mesure de cette FRF. D'abord, évidemment, il nous faut un système à caractériser, donc ici, notre aileron. Ensuite, on aura besoin d'un certain nombre de capteurs et de sources d'excitation. Pourquoi pas un accéléromètre pour mesurer la réponse du système, un pot vibrant et un capteur de force pour injecter un signal de référence et le monitorer. Pour acquérir les signaux de ces capteurs, il faut aussi disposer de systèmes d'acquisition et de générateurs de sources. Cela pourrait être un oscilloscope, un analyseur de fréquences, un GBF, etc. Dans notre cas, on prendra un ordinateur équipé de cartes d'acquisition et de contrôle. Et par contre, il faudra aussi utiliser un ou plusieurs logiciels pour l'acquisition et le traitement des données. Revenons maintenant à notre schéma de principe pour la mesure d'une FRF et faisons de l'ordre un peu dans tout ça. Au centre, on a donc notre aileron, le système à caractériser, celui dont on veut mesurer h de f, la FRF. En ce qui concerne le signal d'excitation, celui-ci est généré par un ordinateur. Il va être envoyé à un pot vibrant via une carte de contrôle et il pourra être monitoré grâce à un capteur de force que l'on positionnera à l'interface entre la poutre et le pot vibrant. Ce signal mesuré par le capteur de force, c'est notre x de f, notre référence. Enfin, pour ce qui est de la mesure, un ou plusieurs accéléromètres peuvent être placés à différentes positions sur l'aileron et ainsi mesurer la déformation totale de l'aileron. Pour chacun de ces points, le signal capté par un accéléromètre, notre y de f, sera enregistré grâce à une carte d'acquisition. On est donc à même de mesurer x et y et le rapport des deux nous donnera bien h de f. Maintenant, en ce qui concerne le choix du matériel, au vu des données mesurées dans la carrosserie au point d'interface entre l'aileron et la carrosserie, on doit s'intéresser à des fréquences allant de 50 à 500 Hz, et toujours à cette interface, on a mesuré des forces comprises entre 0,1 et 10 newtons. C'est à partir de ces données du schéma du band test vu à la diapositive précédente que l'on fait le choix de chaque modèle de capteur, source, dispositif composant ce band test. Pour l'excitation, on choisira un pot vibrant 20-25E de The Model Shop dont les gammes de fréquences et de force vont au-delà de ce qui est demandé.
Le capteur de force type 8230-001 de BEK peut lui aussi mesurer des forces utiles à cette mesure et nous permettra de capter le signal de référence. Pour mesurer notre signal, donc notre Y de F, on choisit un accéléromètre PCB piézotronique 353B18 qui permet des mesures de déplacement de quelques micromètres à environ 2 cm, et ce pour la gamme de fréquences considérée de 50 à 500 Hz. Il est de plus très léger et donc sa masse est relativement négligeable comparée à l'aileron. Enfin, les cartes d'acquisition et de contrôle NI9234 et 9263 vont permettre l'acquisition et le contrôle des signaux à des fréquences d'échantillonnage de 50 kHz, ce qui est bien plus que nécessaire pour cette mesure. On utilisera aussi les logiciels LabVIEW pour l'acquisition et MATLAB pour le traitement de données. Pour plus d'informations sur comment réaliser le choix de ces modèles, je vous invite à aller regarder les vidéos autant sur les sources d'excitation, sur les capteurs de force, sur les accéléromètres, sur les systèmes d'acquisition. Avant de passer à la pratique, quelques petites mises en garde. Évidemment, comme bien souvent en laboratoire, tout ce matériel est relativement fragile et dispendieux. On le maniera donc avec précaution et on reportera tout bris à un technicien ou un professionnel de recherche afin de pouvoir réparer ou remplacer le matériel défectueux. De plus, on sera aussi précautionneux car ces mesures restent délicates et que nombre d'éléments extérieurs peuvent en influencer le résultat, que ce soit des vibrations solidiennes, du bruit électronique, etc. Parmi ces éléments à prendre en compte, certains sont directement introduits par l'expérimentateur, d'autres sont dus au choix du matériel et finalement les derniers peuvent provenir de l'environnement extérieur. Ce qu'on peut voir, c'est que le choix du signal d'excitation, par exemple, va revêtir une certaine importance. Dans l'absolu, la mesure peut être réalisée fréquence par fréquence, donc en utilisant des tons purs, mais cela est relativement long et fastidieux. Ainsi, on utilise des signaux dits large bande qui permettent de balayer plusieurs fréquences en une seule mesure. Chacun de ces signaux, que ce soit un sinus glissant, une impulsion, un bruit blanc ou rose, ils ont des caractéristiques différentes qui peuvent influencer la mesure. Il est donc important de faire le choix de ce signal de référence de façon éclairée. Aussi, lorsque l'on utilise du matériel électronique, il est quasi impossible de ne pas faire face à la présence d'un bruit aléatoire. Pour atténuer les effets de ce bruit, il est recommandé de réaliser cette mesure plusieurs fois et de moyenner ensuite les FRF pour lisser la réponse finale. Enfin, il est important que le système mesuré représente bien le système final. Les conditions limites sont donc relativement importantes pour cette mesure. Il faudra tout de même penser à découpler le système de perturbations extérieures, par exemple de vibrations solidiennes ou acoustiques, d'interférences électromagnétiques, de taux d'humidité, de température, etc. Autant de paramètres qui, en fonction du système étudié, pourraient influencer les résultats de la mesure. Revenons maintenant à notre cas pratique. Ici, on va utiliser une poutre pour modéliser notre aileron. Pour respecter les conditions limites, cet aileron doit être encastré en chacun de ses bords, comme on peut le voir ici et ici. Avant de passer en revue le matériel, on rappelle que des vidéos sont disponibles pour en apprendre plus sur le maniement du pot vibrant, de l'accéléromètre ou du capteur de force. On peut voir maintenant notre système d'excitation, un pot vibrant qui est relié à la poutre par un mandrin. À l'interface de mandrin et de la poutre, un capteur de force va permettre de mesurer notre signal de référence X de F. On peut aussi voir notre accéléromètre qui va capter le signal Y de F, fixé en une position de mesure. Il est fixé ici avec de la cire. On note ici que le câble vert pour le capteur de force et le câble noir pour l'accéléromètre sont respectivement connectés aux voies 1 et 2 de la carte d'acquisition. La carte de contrôle, elle, est connectée au pot vibrant pour transmettre un signal d'excitation. Bien évidemment, un amplificateur de puissance placé entre la carte de contrôle et le pot vibrant va permettre d'amplifier ce signal d'excitation. Grâce aux cartes d'acquisition et de contrôle, l'ensemble est monitoré par notre ordinateur et le logiciel LabVIEW. On peut voir ici le signal de l'accéléromètre en bleu, celui du capteur de force en rouge, et enfin notre signal d'excitation, un bruit blanc, en blanc. Lançons maintenant la mesure et rapprochons-nous de la poutre. Alors qu'elle était inerte plus tôt, on peut remarquer que celle-ci est maintenant en vibration. De plus, on peut aussi remarquer que les signaux captés par l'accéléromètre et le capteur de force changent à l'écran en temps réel.
Autant d'indicateurs qui permettent de se conforter dans le bon fonctionnement de la mesure. Une fois que l'on a enregistré suffisamment de données, on va pouvoir passer au traitement de ces données. Alors bien qu'il serait possible de réaliser l'ensemble des opérations d'acquisition et de traitement des signaux à partir de LabVIEW, dans le cas de cet exemple, on prend le chemin le plus long. On commence par exporter les données sous un tableur ou un fichier note en réalisant un clic droit sur les graphiques et en choisissant l'option d'exporter. Et ensuite, on va lire ce fichier à partir d'un logiciel de traitement de données, donc ici MATLAB, à l'aide d'un petit programme MATLAB. Pour faire simple, le programme ici va d'abord chercher les données enregistrées sous Excel. Ensuite, deux lignes vont permettre d'en extraire le vecteur accélération et force, vecteurs captés respectivement par l'accéléromètre et le capteur de force. Puis on va réaliser une FFT pour avoir nos signaux XF et YF. Finalement, on va faire le rapport des deux et tracer l'amplitude et la phase de notre FRF. Si on revient sur le graphique, on peut remarquer que cette réponse en fréquence est perturbée, autrement dit qu'elle n'est pas lisse. C'est notamment un des effets du bruit. Donc on aurait dû réaliser normalement cette mesure un grand nombre de fois et ensuite moyenner l'ensemble de ces résultats. Malgré tout, on peut tout de même déjà noter qu'une première résonance arrive aux alentours de 30 Hz, puis on note une amplification générale progressive jusqu'à 100 Hz avec un nouveau pic, suivi d'autres pics à 120, 180 Hz, 450 Hz, donc possiblement des harmoniques de cette fréquence fondamentale de 30 Hz. Si on s'intéresse à la phase maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle aussi est très bruitée, donc ce qui confirme la nécessité de réaliser cette mesure plusieurs fois et de moyenner le tout, et ce qui permettrait ensuite finalement de discuter ces résultats. Un autre point qui n'a pas été évoqué dans cette démonstration, c'est la calibration. Bien que la FRF est une mesure par comparaison, une estimation erronée de la sensibilité de chacun des capteurs peut conduire à plusieurs décibels d'erreur de notre FRF. Si la calibration n'est pas possible, une mesure de l'excitation, soit de X de F, avec le même capteur que celui utilisé pour la mesure de Y de F, peut permettre d'éviter ces erreurs d'estimation. Dans notre cas pratique, pour cela, il aurait fallu dans un premier temps placer l'accéléromètre en face de notre capteur de force et mesurer X de F, le nouveau signal de référence en tenant compte des sensibilités de notre accéléromètre. Ensuite, les mesures en n'importe quelle position peuvent être faites avec ce même accéléromètre et comparées à ce nouveau signal de référence. Finalement, si l'on a des problèmes pour faire fonctionner le dispositif expérimental, que ce soit pour l'acquisition ou le contrôle de signaux, il va falloir commencer par vérifier le dispositif. D'abord les branchements, mais aussi les amplificateurs, cartes d'acquisition, générateurs de signaux, que tout cela soit bien alimenté. Pour le cas des cartes d'acquisition et de contrôle, comme c'est notre cas, il faudra vérifier qu'elles soient bien reconnues par l'ordinateur. Il faudra aussi vérifier que les volumes des amplificateurs ou des générateurs de signaux ne soient pas au minimum. Avec tout cela, généralement, on a déjà réglé 50% des problèmes. Mais si cela ne fonctionne toujours pas, on va pouvoir tester les différents items du dispositif un par un. Pour cela, on changera d'abord les câbles, toujours un à un, puis les différents instruments tels que les cartes d'acquisition, les capteurs, les sources, etc. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo sur la mesure de la réponse en fréquence, en espérant qu'elle vous sera utile pour vos prochaines expérimentations. Comme cela a déjà été précisé dans la vidéo, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur les capteurs ou les sources pour compléter cette vidéo et réussir au mieux vos expérimentations. En espérant vous voir bientôt pour une nouvelle vidéo d'instrumentation.